Bruno, qui est membre de l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT du Puy-de-Dôme et qui est aussi directeur de publication pour le Nouveau Grain de Sable. Voilà, donc je te laisse la parole, Bruno, pour 20-25 minutes et ensuite vous pourrez poser des questions suite à son intervention, mais aussi par rapport à l'intervention d'Éric qui a eu lieu juste avant. Voilà, donc je te laisse la parole, Bruno, et bon courage. Merci. Donc, la CGT a réuni donc il y a 100 ans, dans une semaine, jour pour jour, donc une conférence confédérale qui a eu une importance assez importante. Et le sujet était devant la situation de guerre. Donc, elle se situe dans le courant de l'année 1917, alors qu'au niveau militaire, le conflit s'enlise, qu'il voit parallèlement une hausse considérable de l'agitation revendicative dans les usines, avec une explosion des jours de grève, des manifestations. Les effectifs de la CGT remontent à 300 000, alors qu'ils étaient descendus à 50 000 adhérents en 1915. Les 6 et 7 novembre 1917, c'est la rupture de l'Union sacrée. Georges Clemenceau forme un nouveau gouvernement où ne figurent plus les socialistes. Au même moment a lieu la révolution russe d'octobre, la révolution bolchevique. Donc à la conférence confédérale de la CGT fin 1917, donc les deux tendances au sein de la CGT, les majoritaires réformistes qui sont ralliés à l'Union sacrée et les minoritaires qui sont opposés à la guerre vont protester ensemble, donc notamment sur la répression de Clemenceau, et ils vont aborder les autres questions comme l'Union sacrée, la collaboration avec le gouvernement, le patronat, et prendre position sur les propositions de paix donc des révolutionnaires russes. Donc Clermont-Ferrand fut choisi contre l'avis des minoritaires de la CGT comme lieu de réunion, la troisième conférence confédérale de la CGT. Alors, c'est un minoritaire, on trouve ça dans les archives, qui le dit, parce que l'influence des minoritaires sur Clermont-Ferrand y était très faible. Car il y avait très peu de risques pour Léon Jouot, le secrétaire général de la CGT, et pour les majoritaires que le mouvement ouvrier local, qui n'avait depuis le début de la guerre fait aucune journée de grève dans le Puy-de-Dôme, vienne perturber la conférence, comme cela avait été le cas un an plus tôt à Paris. Donc la conférence confédérale qui avait eu lieu le 24 et 25 décembre 1916 à Paris avait été perturbée donc, par des manifestations d'ouvriers syndiqués CGT qui contestaient en fait la politique de la direction de la CGT, qui ont interrompu plusieurs fois la conférence confédérale. J'en parlerai un peu après par rapport au compte-rendu. Donc les minoritaires, avant d'arriver en décembre 1917 à Clermont-Ferrand, s'étaient réunis la veille à Saint-Étienne. Donc on a parlé ce matin, donc pourquoi, vous comprendrez pourquoi ils s'étaient réunis à Saint-Étienne. Donc Leclerc, qui est au nom de l'Union des syndicats ouvriers du Puy-de-Dôme et de la Bourse du travail de Clermont-Ferrand, ouvre la conférence en ayant la conviction qu'elle aura dans l'histoire du prolétariat une place marquée. Sont représentés à la conférence des délégués, donc il y avait 39 fédérations de métiers et d'industrie, 51 unions départementales, 65 bourses du travail. Parmi les délégués, il y avait une cinquantaine de femmes. Donc pour dire que le mouvement ouvrier, la CGT, avait déjà une vague d'adhésion en fait, des femmes dans la CGT. Par contre, c'est un peu comme l'image qu'on a vue ce matin ou qui a été commentée. On n'a pas d'image de cette conférence confédérale à Clermont-Ferrand, mais apparemment, moi j'ai vu dans le compte-rendu, il y en a une qui demande la parole, et il y a une séance, c'est le 24 au soir, ils écourtent la séance, et donc on n'a pas, apparemment il n'y a pas de délégués femmes qui sont intervenues lors de cette conférence. Mais il y a une chose importante, je le dirai à la fin, qui s'est produit pour le droit syndical pour les femmes. D'autre part, sont représentés à la conférence des délégués étrangers, 5 Anglais, 2 Serbes, 2 Belges, 1 Suisse, et il y avait un délégué espagnol qui n'a pas pu venir, son gouvernement l'ayant empêché de sortir du territoire. Donc il n'y a eu aucun compte-rendu officiel des 2 premières conférences confédérales de la CGT, donc celle du 15 août 1915
Alors là, c'était pour se conformer à la volonté de la censure. La censure avait imposé autoriser la réunion de la première conférence confédérale sous réserve qu'il n'y ait aucun écho qui soit fait de cette réunion. La deuxième, donc le 24 et 25 décembre 1916, donc là, il y a eu des comptes rendus, il y a dû y avoir un compte rendu officiel, mais plusieurs fois les minoritaires ont demandé, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a eu des incidents assez importants, des suspensions de séances, et donc les minoritaires avaient demandé à pouvoir admettre donc les ouvriers syndiqués à cette conférence confédérale, à ce qu'ils puissent écouter ce qui se dit, et donc il y avait eu un refus des majoritaires. Et donc, les majoritaires ont préféré ne pas faire de compte rendu de cette réunion. Donc, il y a eu des comptes rendus qui ont été faits par des délégués qui en ont rendu compte. On trouve ça, les sources dans l'ouvrage d'Alfred Rossmer, qui a fait 2 ouvrages sur le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre mondiale, le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, c'est de l'Union sacrée à Zimmerwald, le tome 2 de Zimmerwald à la Révolution russe. Et donc, il y a toutes ces sources. C'est un ouvrage aussi très important à consulter et à voir. Donc, l'ensemble des questions abordées lors de cette conférence vont faire apparaître des clivages entre les deux tendances de la CGT. Donc, je vais aborder dans l'ordre chronologique de leur examen ces questions. Alors, je suis obligé de passer vite parce que c'est 3 jours de conférences qui se font résumer en 30 minutes, en 25 minutes, normalement en 25 minutes. Donc, premier point, la vérification des mandats. Alors, ce point est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il conteste le mandat du délégué de l'Isère. Alors, au niveau procédural, il y a une contestation par une autre union, celle de la Meurthe-et-Moselle, qui conteste le mandat qui a été donné à Boudou, qui est le délégué de l'Isère. Et donc, en fait, c'est le premier affrontement entre majoritaire et minoritaire. Boudou est un minoritaire et les majoritaires veulent pas qu'il puisse siéger. Et donc, il y a un vote, et le vote, ce vote surtout traduit le rapport de force qu'il y a entre les majoritaires et les minoritaires. Donc, Boudou est exclu par 80 voix, c'est le vote des majoritaires, et on découvre donc par voie de conséquence le vote des minoritaires qui font 47, et il y a eu 10 abstentions. Et là, ça nous permet surtout de mettre ça en rapport avec les 2 conférences confédérales précédentes de la CGT, où il y avait donc une contestation déjà de la ligne de Léon Jouot et de l'Union sacrée, où à l'époque, le rapport de force, il y avait eu que 27 et 26 délégués qui étaient du côté des minoritaires. Là, ils sont à 47. Donc le rapport de force, la proportion de minoritaires augmente. Donc la deuxième question qui est abordée lors de ce congrès confédéral, c'est celle de cette conférence, c'est celle du congrès confédéral. Donc la CGT avait tenu son dernier congrès confédéral, donc en 1912 au Havre, et il était prévu que le 13e congrès confédéral aurait lieu à Grenoble en septembre 1914. Donc il n'eut jamais lieu, donc à cause de la guerre. Donc les majoritaires, depuis le début de la guerre, souhaitent attendre la fin de la guerre pour réunir un congrès confédéral. Donc sans doute aussi, pour avoir à justifier sur l'orientation qu'ils ont prise, qui est carrément à l'opposé de celle qui avait été retenue en fait au dernier congrès. Et d'avoir à justifier sur la politique d'union sacrée. Donc ils prétextent des impossibilités matérielles, réelles, pour réunir un congrès. Alors, oui, il y a des impossibilités, il y a des difficultés matérielles réelles à réunir un congrès confédéral pendant une guerre. Ne serait-ce que faire une conférence confédérale aussi, c'était certainement assez compliqué. Donc il y a la baisse d'une part des effectifs de certains syndicats, du fait de la mobilisation générale, la baisse du nombre des syndicats ouvriers, le risque de non-représentativité de toutes les organisations confédérées, les difficultés financières de certains syndicats et unions qui les empêcheraient d'envoyer des délégués. Le fait que 2/3 des organisations départementales n'ont pas pu tenir un congrès départemental. Les difficultés de fonctionnement des syndicats et unions dans les régions occupées. Certains fonctionnent en région parisienne alors que d'autres se reconstituent dans les régions occupées. Alors,
les majoritaires, ce que les minoritaires demandent depuis la deuxième conférence confédérale de 1916, ils demandent la tenue d'un congrès confédéral. Et là, les majoritaires leur envoient un argument en disant, à propos du fonctionnement du syndicat dans les unions et régions occupées, ils reprochent donc à un des minoritaires, Benoît Broutchou, qui est le secrétaire de l'Union départementale du Pas-de-Calais, de ne pas s'occuper de son union départementale. Alors, il faut savoir que dans les zones occupées, souvent les unions départementales, les syndicats se sont reconstitués dans d'autres zones géographiques, en région parisienne ou sur d'autres. Par exemple, l'union départementale du Pas-de-Calais fonctionne en région parisienne. Les délégués, une partie des ouvriers ont été donc affectés dans des usines en région parisienne et donc continuent à faire fonctionner l'union départementale. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Benoît Broutchou, c'est un anarchiste qui a été victime de multiples reprises de peines d'emprisonnement, notamment visé par les lois scélérates. Il est interdit de déplacement. Donc il peut pas avoir de passeport de toute façon pour aller dans le Pas-de-Calais. Donc les minoritaires vont dire, c'est un mauvais argument en fait. Voilà. Donc alors l'argument des minoritaires, c'est pour dire qu'on doit quand même réunir un congrès confédéral, c'est que le prolétariat doit être consulté. Et puis, dans la même situation, nos camarades anglais, nos camarades belges ont bien, eux, fait un congrès confédéral. Et ils ont consulté leurs syndiqués. Donc les délégués des deux tendances, finalement, il y a une transaction. Ils se mettent d'accord, donc par 115 voix pour, 8 contre, et 2 abstentions, de poser la question par référendum auprès de tous les syndicats confédérés pour connaître leur position. Le résultat du référendum ayant été positif, donc en début janvier 1918, donc il y aura un 13e congrès confédéral qui se déroulera à Paris du 15 au 19 juillet 1918. Alors, 3e point de l'ordre du jour de cette conférence, la répression du mouvement ouvrier et les poursuites intentées contre les militants considérés comme pacifistes. Donc, Léon Jouot, le secrétaire général de la CGT, pour se resituer les choses, la CGT a été créée en 1895, donc Léon Jouot est devenu secrétaire général en 1909, et il est resté secrétaire général de la CGT jusqu'en 1947, donc il a une longévité exceptionnelle. Donc il n'y a aucun autre secrétaire secrétaire général qui a fait autant de mandats. Donc Léon Jouot, il propose au nom du comité confédéral, donc Clémenceau vient d'arriver au pouvoir, les socialistes ne sont plus au pouvoir, donc l'union sacrée est terminée, entre guillemets. Puisque Léon Jouot n'a plus de raison de soutenir le gouvernement de l'Union sacrée. Donc il propose au nom du comité confédéral une protestation générale au nom de la liberté de penser contre toutes les poursuites intentées pour délit d'opinion à des militants syndicalistes ou socialistes, contre les arrestations et la transmission à la justice militaire des dossiers d'instruction pour délit d'opinion, alors que ceux-ci relèvent de la justice ordinaire, contre l'odieuse campagne de presse qui tend à représenter des inculpés pour propagande, pacifistes comme des criminels propagateurs défaitistes. Au nom des minoritaires, François Mailloux, du syndicat des instituteurs, donc lui dénonce frontalement Clémenceau. Donc c'est ces termes, secondé par les pires ennemis du régime, par les réactionnaires les plus avérés de l'action française, qui a fait arrêter, alors il cite les noms de militants qui ont été arrêtés, comme Hélène Brion, donc qui est arrêtée, qui est en prison, donc qui ne peut pas venir, par exemple, c'est une des militantes ouvrières importantes de la Fédération des instituteurs, qui interviendra, par exemple, au Congrès en 1918. Il cite donc les militants de la Loire, comme Clovis Andrieux, qui aussi ont été victimes de peine, qui ont été emprisonnés, des camarades de Tulle. Il cite les militants qui ont été inquiétés par Clémenceau. François Mailloux, alors il faut savoir que François Mailloux, il intervient et il dit qu'il a été poursuivi comme pacifiste parce qu'il vient d'être condamné avec sa femme
pour 2 ans de prison qu'ils feront les années suivantes pour avoir diffusé un tract, sans autorisation, un manifeste contre la guerre. Donc il ajoute, il dénonce le fait qu'il n'avait jamais entendu dire qu'on ne pouvait pas être partisan de la paix même en temps de guerre. Donc il y a un autre militant qui rappelle qu'ils ont un vieux contentieux avec Clémenceau par rapport aux grèves de Draveil de Villeneuve-Saint-Georges de 1908 où 6 grévistes avaient été tués pendant les manifestations. Et à l'époque, Clémenceau, de là son surnom de premier flic de France, avait fait arrêter 31 dirigeants de la CGT, dont le secrétaire général, c'était quand même Victor Griffel, le rédacteur en chef de La Voix du Peuple, Émile Pouget, ils étaient 31, je ne vais pas tous les citer. Donc, alors, les minoritaires expliquent, c'est par la voix de Mérem, que pendant la guerre, majoritaires et minoritaires n'ont pas été égaux dans la répression et dans la dénonciation de cette dernière. Donc, s'il condamne les méthodes d'emprisonnement de Clémenceau, il s'indigne que les majoritaires ne se soient pas indignés plus tôt lorsque la répression était faite par le gouvernement d'Union Sacrée. Pour ne pas avoir dénoncé les méthodes du gouvernement d'Union Sacrée lorsqu'il s'était débarrassé de milliers de métallurgistes en les renvoyant au front pour avoir défendu leurs droits syndicaux, de ne pas s'être associé à la protestation de la Fédé des métaux quand le même gouvernement avait interdit le droit de réunion à la Fédé des métaux dans une région entière. Donc effectivement, on assiste à 2 méthodes de répression, pour se débarrasser en fait des militants, du mouvement ouvrier, des agitateurs, ou de ceux qui défendent leurs droits. Donc il y avait la méthode du gouvernement d'Union Sacrée, c'était d'envoyer les gêneurs au front, et la méthode de Clémenceau, lui, il rentre dedans, il fait arrêter. Donc voilà, c'est une autre méthode. Mais effectivement, les minoritaires, à juste titre, soulignent qu'il aurait fallu protester dans les 2 cas. Alors le 4e point à l'ordre du jour, c'est la question de la paix et l'attitude de la classe ouvrière face à la guerre. Donc pour Jouot, la question de la paix devait être la question centrale donc, de cette conférence, pour qu'on puisse sortir de cette conférence avec des indications très nettes qui manifestent une pensée unanime. Jouot, alors c'est nouveau chez lui, il dit que le moyen d'abréger la guerre, c'est d'obliger le gouvernement à préciser ses buts de paix. Alors, les délégués, il y a des débats assez longs là-dessus. Je ne peux pas rentrer dans le détail, je n'ai pas assez de temps. Donc, les délégués majoritaires et minoritaires se mettent d'accord pour réclamer la suppression complète de toute diplomatie secrète et pour demander au gouvernement français qu'il donne des explications sur ses buts de paix, sur les conditions de la paix. Donc, Mérem, pareil, qui est un peu le porte-parole des minoritaires, fait remarquer que toutes ces déclarations, eux, les minoritaires, ils les avaient fait 3 ans plus tôt devant les majoritaires, à l'époque, sous les injures et le parti pris. Je cite ce qui était dit. Donc, l'instituteur Maillot résume la situation des pacifistes par cette formule. Nous, les pacifistes, nous étions pacifistes avant, nous le sommes pendant, nous le serons après. Voilà. Donc, le 5e point de l'ordre du jour, c'est les révolutions russes du point de vue des propositions de paix des révolutionnaires russes. Donc, lors de cette conférence, ils ne vont pas examiner en fait la question, le programme du gouvernement bolchevique. Ils vont examiner que le point particulier des propositions de paix des révolutionnaires russes. Mais là, le clivage est déjà très net et même les échanges sont violents. Donc les majoritaires, ils sont sur la position. Alors, donc il y a des délégués. Là, j'avais mis. C'était les délégués représentés. Donc parmi les délégués anglais, il y a le Jouot anglais, il y a William Appleton, donc, qui est le secrétaire de la puissante Fédération Générale des Trade Unions. Alors à l'époque, le GFTU, c'est 1 million de syndiqués quand même, c'est un gros syndicat. Donc. Et lui, alors, il dit la même chose que vont dire les majoritaires. Donc la première révolution russe a engendré de grands espoirs, mais la deuxième révolution fut un désastre
car elle anéantit la première. Donc, avec la défection de l'armée russe, donc comme argument, ils expliquent que la durée de la guerre va se prolonger et que même certainement nous allons perdre la guerre à cause des révolutionnaires russes. On va perdre la guerre. Voilà, c'est leurs arguments. Alors, là, je suis obligé de citer des noms parce que là, dans les comptes rendus et notamment aussi dans le compte rendu que vous verrez peut-être dans le hall qu'en a fait le moniteur du Puy-de-Dôme pendant les 3 jours. Donc, il cite les noms, il resitue assez bien les débats. Et lui, au moins, il parle qu'il y a des échanges violents, qu'il y a des bagarres, que c'est pas comme un colloque comme on fait ici, très calme, posé. C'est même assez violent. Ce sera encore pire. Je sais pas, Roland peut-être en parlera. Après, il y aura des congrès où il y aura des coups de fusil, où il y aura des trucs. Pour donner une idée, on n'est pas du tout dans cette configuration aujourd'hui. Alors, Dumas, c'est un majoritaire, mais il fait de la provocation. Il commence par annoncer que eux, pour les majoritaires, ils n'enverront pas leur salut fraternel aux Russes, car jusqu'à preuve du contraire, les noms de Lénine et Trotsky ne doivent pas être prononcés dans une réunion simplement démocratique, car ils sont la faillite d'une démocratie. Alors Broutchou, c'est les échanges que je leur réponds, on ne te permettra pas d'insulter les Russes qui font leur devoir. Alors, le journaliste du Moniteur relate que ça se passe dans un grand vacarme, que Dumas est traité de il est traité de calomniateur infâme, de voyou, de vendu, de sale bourgeois. Alors Dumas, il réplique dans la provocation, mais les bourgeois, ils ont fait aussi leur devoir. Et il réenchérit en disant, oui, nous on ne veut pas de la guerre nationale, on ne veut pas qu'à côté de la guerre nationale, maintenant on introduise en France la guerre civile, qui sera la fin totale de notre nation. Je ne marche pas pour faire la révolution tant qu'il y a un soldat ennemi dans nos rues. Alors voilà, pour dire que les échanges sont violents, mais les arguments sont violents aussi, en fait. Donc, un autre majoritaire, alors Luquet, je le cite son nom aussi parce qu'il est quand même intéressant, il était rédacteur à l'Humanité. Il déclare, alors l'Humanité à l'époque condamnait la révolution bolchevique. Il dit donc Luquet, Lénine et Trotsky, je vais vous dire un mot concernant Lénine et Trotsky qui va vous choquer. Ils ont usurpé le pouvoir pour faire de cette Russie révolutionnaire un jouet entre les mains de l'Allemagne impériale. Donc voilà quelle est la nature. Donc, alors, les minoritaires, alors c'est Mérem, pareil, qui se fait un peu le porte-parole, et puis après, Périka, il est encore plus dans la défense de la révolution russe. Donc, il précise notamment les uns et les autres. De toute façon, les camarades russes, la population russe est fatiguée de la guerre, que ce soit les soldats, l'ensemble de la population, ils ne voulaient plus de cette guerre. Donc, Mérem, il va lire l'appel des commissaires du peuple Trotsky et Lénine, invitant tous les gouvernements, toutes les classes, tous les partis, tous les pays belligérants à répondre à la question s'ils entendent ou non entrer en pourparlers avec nous au sujet d'un armistice immédiat et d'une paix générale. Donc ils ont publié par ailleurs les traités secrets du tsar et déclaré ces traités comme non obligatoires pour le peuple russe. Donc Mérem dénonce le fait que la presse a suscité un débordement d'injures et de calomnies déversées concernant Trotsky et Lénine, accusés à tort d'être pour une paix séparée. Parce que la presse, elle essaye de faire entrer dans l'opinion le fait que et cet argument est repris par les majoritaires, que les Russes ne veulent pas une paix générale, mais une paix séparée. Ils sont en train de négocier avec les Allemands une paix séparée, et ils donnent un argument, en fait, c'est un alibi, l'histoire de la paix générale. Donc, bon, je suis obligé d'abréger aussi les choses. Périka, alors, il a un argument qui est assez, aussi vis-à-vis des minoritaires, parce qu'ils avaient parlé d'un référendum tout à l'heure sur un congrès confédéral. Il dit mais nous, si on organisait un référendum parmi la classe ouvrière, pour savoir s'ils veulent continuer ou pas la guerre, est-ce que vous connaissez
qu'est-ce que vous pensez qu'il répondrait? Donc, et puis il envoie son salut aux camarades de Russie. Donc, et aux camarades de Russie qui, eux, sont des socialistes, non de verbalisme, mais mettant leurs actes en conformité avec leurs paroles. La position de Jouhaud, alors elle est extraordinaire. Donc, le 25 décembre 1917, hein, donc la révolution russe vient de démarrer quand même depuis plus d'un mois. Alors lui, il a une position, on pourrait dire c'est anachronique, mais il est gaullien. Il se positionne au-dessus de la mêlée. À l'égard des Russes, je conserve pour ma part une indépendance complète d'appréciation, car je n'en ai apporté aucune jusqu'ici publiquement, et je me garderai bien de le faire, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, voilà. Alors, le 6e point, c'est l'union sacrée, la collaboration patronale et gouvernementale. Donc, les minoritaires sont venus à cette conférence pour obtenir une condamnation de l'union sacrée, parce que l'union sacrée, en plus, elle vient normalement de se terminer. Mais ils veulent aussi demander des comptes à la majorité. Donc c'est eux qui présentent leurs arguments. Donc, ils indiquent que la récompense de l'union sacrée, de la collaboration gouvernementale, nous l'avons obtenue par la répression, en laissant disparaître non pas nos libertés, mais nos semblants de liberté. Nous l'avons obtenue en perdant nos us et coutumes, en sacrifiant femmes et enfants à l'usine, au chantier, à l'exploitation outrance. Enfin, on a vu tout à l'heure que le travail des enfants, avec l'exposé de Patrick Cochet, même les gouvernements même a passé des annonces pour le travail des enfants, enfin les ministères passaient des... Alors, et là c'est la déclaration d'ordre général de la Fédération des métaux qui est lue par Mérem, qui est un réquisitoire implacable contre Jouhaud et la direction confédérale. Donc il exprime son opposition absolue aux méthodes et à l'action de la majorité du comité confédéral, qui a approuvé, encouragé par son silence public, donc la succession des fautes, des crimes, des attentats à la liberté d'écrire, de penser, à la mutilation du droit de coalition, à la contestation du droit syndical. Il proteste contre la collaboration dangereuse qui a été établie avec le gouvernement et avec tout organe émanant de son initiative, pour avoir refusé de faire connaître aux organisations françaises l'appel aux ouvriers allemands rédigé par Liebknecht, contre l'attitude de la majorité à l'égard de la révolution russe, contre le départ à Bordeaux de Jouhaud en accord avec le gouvernement, contre l'acceptation par Jouhaud de participer au banquet de l'Association des industriels et commerçants, première manifestation d'un programme de paix sociale, prélude de la loi Chéron. Alors les majoritaires vont expliquer, enfin c'est eux qui sont mis en accusation, donc ils vont justifier, donc ils vont expliquer qu'ils ont commencé effectivement, alors que c'est nouveau pour la CGT, de faire une politique de collaboration avec le gouvernement. Ils sont allés voir des ministres, mais en fait, peu importe ce qu'ils ont, enfin ils ont obtenu très peu de choses. Il y en a un qui dit on a obtenu que les navires de commerce soient équipés d'équipements militaires pour défendre les marins civils du commerce. Alors, mais ce qu'ils reprochent, enfin, c'est le premier argument, c'est en fait d'apporter le discrédit en visant certains militants du comité confédéral, enfin, de la majorité, c'est d'apporter le discrédit sur l'organisation elle-même. Donc, Jouhaud, il va répondre ensuite aux accusations. Alors, il dit, je vais être très bref, c'est un compte rendu, c'est 7 ou 8 pages. Hein, c'est très bref. Ouais. Léon Jouhaud, alors il était barbu, hein, c'était pas parce qu'on le voit souvent Bref. Donc Jouhaud, il va répondre, nous, notre conception, elle est différente de la vôtre. Nous, on se place au sein de la nation. Vous vous placez à l'extérieur. Vous êtes, enfin, entre guillemets, vous êtes des internationalistes. Vous prenez vos ordres d'ailleurs, en fait. Là, il y a la différence entre nos deux points de vue. Concernant l'accusation de collaboration avec le patronat, il se fait interrogatif. Ma présence au banquet des capitalistes présidé par Lebon, est-ce que vous figurez que j'avais l'illusion de convertir les patrons qui se trouvaient à cette réunion? Et donc il explique, il y a une page là-dessus.
Après l'accusation de collaboration avec le gouvernement, il demande des preuves. Et alors là, il se fait un peu comme dans un procès. Si vous prouvez que notre collaboration avec les gouvernements était une collaboration pour laquelle nous avons agi en aveugle, sans prendre de garantie, sans poser de principe, vous avez raison. Nous avons alors, comme le disait Bourderon, lié la classe ouvrière au char embourbé de l'État. Mais vous ne pouvez pas apporter ces preuves, elles n'existent pas. Donc, je vais passer maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, j'ai parlé du 7e point, c'était le droit syndical. Donc, concernant le droit syndical, il y a eu plusieurs échanges sur le projet de loi Chéron. Donc, c'était un sénateur de droite qui proposait de ne pas accorder donc, de droit syndical aux fonctionnaires, mais de s'en tenir à un simple droit d'association. Alors, il y a eu plusieurs débats entre le Sénat, l'Assemblée nationale. Lui, il voulait interdire le droit de grève. Enfin, il était c'était un sénateur particulièrement réactionnaire. Et malgré tout, alors, les majoritaires, ils trouvent quelques points positifs dans le texte. Alors, les minoritaires le rejettent en bloc et demandent de la séance de nuit qui commence le 25 décembre à 21h45, l'obtention du droit syndical pour tous les fonctionnaires de l'État, pour ceux des départements, des communes et pour les marins du commerce. En fait, le projet de loi Chéron, ce n'est pas dans la conférence, mais de 1917, ne verra jamais le jour. La Fédération des fonctionnaires, donc notamment au cours de l'année 1919, faisant des démarches tout au long de l'année pour obtenir une reconnaissance du droit syndical pour tous les fonctionnaires sans restriction. Donc, il s'agissait des fonctionnaires de l'État, des départements, des communes et même pour les maritimes, en fait, j'ai plus le terme. Les inscrits, voilà, c'est ça. Donc plusieurs points à l'ordre du jour. Alors on est un peu pareil dans cette configuration. On est le 25 décembre en pleine séance, on commence en séance de nuit, donc ils sont réunis le 23, le 24, le 25 décembre. Donc ils n'ont pas le temps d'examiner les salaires, la journée de 8 heures, l'interdiction du travail de nuit et des métiers insalubres pour les femmes. Alors les délégués votèrent à l'unanimité lors de la séance de nuit vers 21h45 une extension du droit syndical reconnaissant le droit à la femme mariée de faire partie d'un syndicat sans l'autorisation de son mari. C'est acquis à Clermont-Ferrand, donc le 25 décembre 1917. Les femmes à la CGT, avant, n'avaient pas le droit de se syndiquer sans l'autorisation de leur mari. Donc ça fait référence, en fait, à une affaire Emma Couriot enfin, c'est trop long d'en parler, j'ai pas le temps d'en parler. Alors, huitièmement, le dernier point, c'est les résolutions qui sont votées lors de cette conférence confédérale. Donc, majoritaires et minoritaires se mettent d'accord le 25 décembre, donc à 22h35, sur un texte de compromis qui met sur le même plan le président américain Wilson. Donc, on a parlé un peu ce matin, je ne vais pas rentrer en détail, les propositions de paix de Woodrow Wilson, mais qui les avait faites en 1916. À l'époque, les minoritaires trouvaient que c'était un point positif. Mais les minoritaires, en 1917, ne veulent plus des propositions de Wilson, puisqu'il a engagé les États-Unis dans la guerre depuis avril 1917. Donc, la motion, elle met sur le même plan le président Wilson et la révolution russe. Mais la révolution russe, ils ne disent pas les révolutions russes, ils ne précisent pas laquelle non plus. Demande la constitution de la Société des Nations, affirme le droit pour la classe ouvrière de participer à une conférence internationale, mais ne condamne pas l'union sacrée. Cette motion est votée par 161 voix et 2 abstentions, dont celle de Mayou au nom de la Fédération des instituteurs, donc parce que pour lui, la formule de l'union sacrée n'a pas été dénoncée. Les minoritaires ont accepté de voter la motion de compromis car ils ont obtenu qu'en échange apparaisse aussi la motion de la minorité dans la brochure de la conférence. Donc effectivement, les motions, elles apparaissent dans le compte-rendu en fait, elles apparaissent dans le compte-rendu officiel qui a été fait de cette conférence. La motion de la minorité donc, donne mandat, elle explique donne mandat à la CGT d'agir par tous les moyens en faveur d'une paix proche, condamne l'union sacrée et affirme sa profonde sympathie, son respect pour tous les révolutionnaires russes et donne mandat au comité confédéral de renouer les relations internationales et de susciter une réunion de la classe ouvrière mondiale. En conclusion, donc les minoritaires présentèrent dans le journal du peuple le 28 décembre 1917 cette conférence comme une victoire.
car en dépit de la résolution finale qu'ils jugeaient entre guillemets un peu molle, ils avaient pu affirmer publiquement la condamnation de l'Union sacrée et leur soutien aux révolutionnaires russes. Les autorités administratives qui avaient massé spécialement des troupes militaires à Clermont-Ferrand pour éviter tout débordement étaient également rassurées de ne pas avoir eu à intervenir. Il écrivait, alors c'était le commissaire central de Clermont-Ferrand qui faisait étroitement surveiller les abords de la salle, était lui aussi satisfait qu'il n'y ait pas eu de tentative de distribution de tracts pacifistes à l'extérieur. Il écrivait, donc c'est un rapport qui est aux archives départementales, dans son rapport du 24/12/1917, la population de Clermont-Ferrand reste indifférente aux manœuvres pacifistes des dirigeants CGT. Sur 30 000 ouvriers que compte Clermont-Ferrand, à peine 150 auditeurs ont assisté aux conférences syndicales organisées par M. Jouot et compagnie. Donc un seul des 3 articles du Moniteur du Puy-de-Dôme des 24, 25 et 26 décembre fut censuré, celui relatif à la condamnation de la répression de Clémenceau, comme vous pourrez le découvrir sur l'un des panneaux d'exposition dans le Holland. On a fait un panneau spécialement sur cette conférence. Dans l'ensemble, ces 3 articles reflètent assez fidèlement les débats de ces 3 journées, avec des descriptions très imagées, non sans une pointe d'humour. De l'extérieur, elle faisait un froid sibérien, et de l'intérieur où se déroulèrent des échanges très violents entre délégués, comme celui du 25 décembre, où le président de séance agitait sa sonnette pour amener le calme, pendant qu'au dehors, les cloches sonnaient « Noël, Noël ». Alors, du coup, merci Bruno. Et on va passer à une phase de questions sur les 2 temps d'intervention qui ont eu lieu avant, à la fois sur l'intervention d'Éric et puis sur celle de Bruno. Donc, je laisse la parole à la salle. Parlez bien fort, pour qu'on puisse l'entendre d'ici. Alors, il y a le micro de Christophe qui... Donc on a un micro, donc vous n'avez pas besoin de parler très fort. On a gagné ça. Donc il me semble qu'il y avait une question. Voilà. Alors pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, ceux qui posent des questions, enfin comme on est là toute la journée, si vous pouvez vous présenter aussi, qu'on sache si vous représentez, que vous présentiez. Bon, ben, je vais parler comme ça. Marie-Christine Lemoine, de la CGT de l'agglomération clermontoise et des territoriaux comme Bruno. J'aurais une question pour l'auditeur précédent. Le micro est revenu. Le micro revient. Oui, Voilà. il y a des choses qui paraissent assez contradictoires dans le récit que vous avez fait de la vie des ouvriers. C'est que, bon, visiblement, ils avaient des conditions de travail épouvantables. Et il y a une chose qui m'a interpellée, peut-être en tant que mère de famille, c'est on a vu une photo une carte postale qui m'a vachement plu, celle des berceaux. Et ils sont plutôt jolis, ils sont plutôt bien, ils paraissent presque des berceaux bourgeois. Donc je suis surprise qu'à côté de conditions de travail qu'on décrirait d'Émile Zola, on voit une crèche qui paraît offrir des conditions de vie aux bébés et assez récentes. Et ça a été la même chose pour l'école qu'on voyait, les enfants étaient vachement bien habillés, ça m'a un peu surpris. Et alors une deuxième question qui n'a rien à voir, elle s'adresse à Bruno Nelas. Cette conférence qui a eu lieu il y a 100 ans, donc, elle était connue dans la ville de Clermont-Ferrand, où elle est passée complètement, enfin, où c'était un non-événement pour la plupart des Clermontois à cette époque. Oui, Ça m'est difficile de répondre parce que c'était les photos présentées par Patrick et non par moi, mais je ne sais pas de quelle crèche il s'agissait. Est-ce que c'est une crèche Michelin ou pas? Les crèches Michelin avaient effectivement un peu plus de moyens que les crèches autres que Michelin. Donc voilà, moi je ne sais pas. Je crois que ce que... Moi je veux bien Patrick, répondre. c'est quand même une réalité. L'extrême
précarité des conditions de logement, moi je peux vous parler des conditions de logement, elles étaient totalement, vu l'afflux de population, le fait que l'habitat à Clermont, dans Clermont-Ferrand, était extrêmement insalubre, et en particulier, on a parlé des immigrés qui étaient ici par centaines. Il y avait plus d'un millier d'immigrés qui étaient venus, qui travaillaient notamment chez Michelin, les Espagnols, les Kabyles. Michelin, volontairement, a refusé de dépenser le moindre centime pour accueillir les Kabyles, et ce qui fait qu'ils se sont retrouvés dans des conditions de précarité extrême, et ce qui a été en partie à l'origine du mouvement qui a eu lieu, et les Espagnols, puisqu'il y a eu un mouvement en 1918, plus de 300 Espagnols se sont réunis pour commencer à protester parce que Michelin voulait baisser leur salaire. Et donc, bon, il y avait à la fois cette question du salaire, mais aussi de la façon dont ils étaient traités. Alors, je réponds un petit peu à côté par rapport au berceau, mais tout ça pour dire quand même que les conditions, elles étaient extrêmement difficiles, et Patrick, là, je crois, l'a bien expliqué. Oui, alors pour répondre aux crèches, donc c'est pas l'usine Michelin en fait, la salle d'allaitement, hein, c'est donc en fait pour avoir posé des questions à Patrick, il n'est pas là pour répondre. Donc c'était bien l'armement des Gravenches, puisque pour aller à l'armement des Gravenches, en fait, donc les ouvrières, enfin, elles le racontent, leurs conditions, il fallait qu'elles se lèvent à 4h du matin, qu'elles prennent le tram, etc. Et donc celles qui avaient des enfants en bas âge, en fait, c'est pas philanthropique que le patronat a mis des salles d'allaitement, a mis des garderies en place. C'était pour augmenter la productivité. Hein. Effectivement, ça apportait quand même un confort effectivement aux ouvrières. On peut pas le nier, mais pour autant, derrière, il y avait cet objectif qui était donné. Alors, pour montrer aussi le travail des ouvrières, enfin, moi j'avais quand même le témoignage d'une des ouvrières, on l'a vu dans une des photos qu'a montré Patrick, donc celle, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui remplit en fait donc de poudre l'obus là, et elle indique que donc c'est un des témoignages qu'on trouve aux archives départementales, donc que les conditions étaient enfin, outre qu'elle partait à 4h du matin et qu'elle rentrait à 8h le soir, que sur place, elle travaillait dans des conditions de bruit, d'humidité, puisque la poudre, et on les voit sur les images, alors je l'ai en fait aussi cette image, vous verrez les murs, ils ruissellent d'eau, parce que elle l'explique, on est sans cesse, pour éviter les explosions, donc ils arrosent sans cesse en fait les murs, le sol, et même l'ouvrière elle rajoute, même parfois ils nous arrosent nous aussi pour éviter les risques d'explosion. Alors sur la deuxième question que tu as posée, sur l'écho qu'a eu cette conférence confédérale, alors oui, par rapport aux deux autres conférences, elle a eu plus d'écho puisque déjà la presse a été autorisée, donc l'ensemble des médias donc, en ont relaté, donc les deux journaux locaux, donc il y avait l'Avenir du Puy-de-Dôme qui était un journal de droite, et puis le Moniteur du Puy-de-Dôme qui n'était pas un journal de gauche non plus, enfin entre guillemets, c'est un journal radical en fait, radical socialiste. Mais son compte-rendu assez honnête dans les échanges, il restitue assez bien. Donc non, il y a eu un écho, et par rapport aussi à la population, de toute façon, la population, elle travaillait en plus. Alors, elle travaillait même ce jour-là, en fait. Moi, j'ai pas trop l'explication, je sais pas si quelqu'un d'ailleurs le sait. En plus, toutes les conférences confédérales, elles se font des jours fériés, mais où les gens travaillent, quoi. La première, 15 août 1915, le 24-25 décembre 1916, et puis celle 23-24-25 décembre. Il n'y avait pas de trêve, quoi, en fait. Il n'y avait pas de trêve. Les usines d'armement demandaient en fait le travail 24 heures sur 24, le travail de nuit des femmes. Enfin, là, on a mis entre parenthèses la législation, enfin, des protections sur le droit de travail de nuit des femmes. Et donc, il y avait aucune garantie, en fait. Et par ailleurs, donc la population était mobilisée. Hein, donc, alors, on a une seconde question.
Bonjour. Donc, depuis ce matin, plusieurs des orateurs ont abordé la question de la place des femmes dans l'activité économique pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que la place des femmes dans le mouvement social. Bon, je voudrais d'abord dire que moi, je ne suis pas une féministe, mais d'abord une militante ouvrière. Comme ça évitera toute polémique. Cela étant, sur la question de la place des femmes, il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont eu brutalement un nouveau rôle à jouer. C'est-à-dire qu'elles se sont retrouvées, non pas sur le front, mais à l'arrière-front, dans l'activité économique, tant dans les champs que dans les industries. Donc c'était une situation complètement inédite, et parallèlement elles avaient également un nouveau rôle dans la famille, puisqu'en fait elles étaient devenues le chef de famille. La France étant encore à l'époque un pays rural, elles avaient également à se confronter au patriarche, qui était lui encore à la ferme, et qui avait du mal à concevoir qu'une femme puisse et travailler et prendre en charge l'activité économique et familiale. Alors sinon, effectivement, dans le monde ouvrier, il faut dire quand même qu'un certain nombre de jeunes femmes, enfin de femmes, mouraient d'épuisement dans les usines, notamment dans les usines d'armement. Elles mouraient d'épuisement. Il y a un certain nombre de romans qui relatent ces faits. Par ailleurs, dans les mouvements sociaux, effectivement, il était extrêmement difficile pour elles, de facto, elles s'y intégraient, mais il a été extrêmement difficile pour elles d'être reconnues par la Confédération syndicale. Mais cela étant, quand elles ont été massivement licenciées, tant à Clermont-Ferrand que sur toute la France en 1919, il y a eu des révoltes, mais leur souffrance et leur révolte ont été passées au second plan par rapport à celles de ceux qui revenaient du front, à tous les blessés et à ceux qui voulaient, pour ceux qui n'étaient pas blessés, retrouver un travail. Donc la situation était pour les femmes extrêmement complexe. Cela étant, il y a eu... Cela étant, donc, il y a eu un reflux du positionnement dans le mouvement social des femmes, mais qu'on a retrouvé quelques décennies plus tard, notamment dans les années 30-40, où elles ont pu trouver toute leur place dans les différents mouvements sociaux. Voilà. Alors, on laisse une dernière question, oui, et après, on pourra faire une petite pause de 10 minutes avant de reprendre à 16h. Oui, moi je voudrais dire, bon, cet après-midi, là, les deux intervenants, Bruno et Eric, ont donné un certain nombre d'éclairages qui me semblent extrêmement intéressants. D'abord, dire que la CGT, c'est une organisation dans laquelle il y avait des affrontements politiques, il y avait des courants politiques qui s'exprimaient, qui développaient leur orientation politique. Et de ce point de vue-là, je pense que par exemple, si on prend la question des majoritaires et de Jouot à la veille du déclenchement de la guerre, quand il est aux obsèques de Jaurès, je ne crois pas que ce soit par peur que finalement il plonge dans l'union sacrée. Je ne pense pas que ce soit par peur, et je crois surtout qu'il y a eu une véritable constance dans son orientation politique et dans les combats qu'il a pu mener, précisément pour s'orienter vers la collaboration de classe. Et je pense qu'effectivement, d'aller manger avec les patrons, à un moment donné, ça a un peu de sens. On appelle ça aujourd'hui, je crois, un dialogue social, d'une certaine façon. Je trouve qu'il y avait vraiment cette constance. Enfin, je veux dire, Jouot, il exprime une certaine orientation qui s'est matérialisée, y compris avant même le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Voilà, je voulais juste dire ça, et merci pour les intervenants.